Ok, on va commencer. Avant que je commence, deux choses. D'abord, il y a un séminaire à 17h15. Le séminaire sera fait par Jens Elgetti, qui est là-bas et qui vient de Jülich, qui nous parlera de simulation numérique de tissus. La deuxième chose, c'est que j'ai mis mes notes du cours de la dernière fois sur le site du Collège de France. Alors, c'est manuscrit, je n'écris pas très bien, mais c'est à peu près lisible. Il y a un peu plus que le cours de la dernière fois, mais ne lisez là-dedans que les notes du cours de la dernière fois, parce que sur celles du cours d'aujourd'hui, il y avait des choses qui n'étaient pas tout à fait correctes. Donc je vais remettre, ça ne changera pas pour le cours de la dernière fois, mais ça changera un peu pour celui d'aujourd'hui, où il y a des choses que j'avais un peu trop simplifiées et qui du coup n'étaient pas tout à fait comme je le souhaite. Ce que j'ai fait la dernière fois, donc je vous ai fait une introduction un peu à l'étude des tissus. Mon but, c'était d'essayer de vous montrer de façon un peu générale ce que la physique peut apporter à cette étude des tissus. Quelque part derrière ma tête aussi, j'ai l'idée de vous montrer que c'est une entreprise très, très interdisciplinaire. Donc moi, je connais surtout la physique, mais il y a pas mal de domaines de la science qui interviennent dans cette histoire-là. Je vous en montrerai alors de façon très, très qualitative aujourd'hui d'autres, comme la dynamique des populations, par exemple. Mais il faut bien garder en tête qu'il faut combiner la physique avec la biologie, bien sûr, mais avec des tas d'autres disciplines. L'ingénierie, par exemple, pourrait être une façon intéressante et importante d'aborder les tissus. Ce que j'ai fait, donc, ce que j'étais en train de faire quand je me suis arrêté, c'est que je vous parlais de régulation et je vous parlais d'instabilité de Turing. Donc, je vais reprendre à cet endroit-là. Donc, je vous rappelle le but. Le but, c'est d'imprimer un pattern dans un tissu, donc d'arriver à imprimer, par la régulation du comportement des cellules, un comportement périodique dans un tissu. Ça peut être fait de façon chimique, et ça, c'est l'idée de Turing, et je vous dirai après que ça peut être fait aussi de façon mécanique. Donc, Turing a proposé un mécanisme où il y a deux morphogènes. Un activateur et un inhibiteur. Alors, je vais refaire le petit schéma que j'ai fait la dernière fois. Donc, il y a un activateur et un inhibiteur. L'activateur active l'inhibiteur. Ça veut dire que plus la concentration d'activateur est élevée, plus il favorise la production d'inhibiteurs. Donc, ce que les gens aiment bien faire, c'est montrer l'activation par une flèche comme ça. Il s'active lui-même aussi. Et puis l'inhibiteur empêche la production d'activateurs. Ça veut dire que plus il y a d'inhibiteurs, moins on produit d'activateurs. Donc une barre comme ça montre l'inhibition. Ce qu'il faut faire, c'est écrire des réactions de cinétique chimique. Donc la réaction de cinétique chimique, je l'avais écrite la semaine dernière. dA sur dt. Et en termes de diffusion, c'est des petites molécules qui diffusent dans les cellules ou dans le milieu intercellulaire. Donc il y a un coefficient de diffusion dA fois le Laplacien dans la concentration A. Et puis il y a un terme de réaction chimique qui traduit ce schéma-là. Et ça, c'est une fonction f de A et de I. J'insiste sur le fait que cette fonction est en général très très non linéaire. Et puis il y a le même type d'équation pour l'inhibiteur, donc dI sur dt. Il y a un terme de diffusion, dI gradient carré I, plus un terme de réaction, G de A et de I. Alors je répète ce que j'ai dit la dernière fois. Je vous encourage très fortement à aller lire directement l'article de Turing en 1952. C'est certes un article de mathématiques, mais c'est compréhensible par beaucoup, beaucoup de gens, je pense, et c'est absolument magnifique. En gros, il fait des analyses de stabilité linéaire et il conclut à partir de ces analyses tous les comportements qui sont possibles dans ces équations-là. Et ce que montre Turing, c'est qu'il n'y a que 4 comportements possibles. Alors, le premier comportement, c'est des instabilités
de cellules individuelles. Ce qu'il entend par là, c'est que chaque cellule, un peu indépendamment des autres, est instable. Ça, c'est un pattern qui apparaît, qui n'a pas de période, puisque toutes les cellules sont instables. Donc la longueur d'onde qui apparaît par ce mécanisme-là est infinie, ça veut dire qu'elle est plus grande que la taille du tissu. Alors, il y a deux types d'instabilité qui peuvent apparaître. Il y a des instabilités vers un état stationnaire, et puis il y a des instabilités oscillantes. Ça existe, ce n'est pas ce qu'on cherche. Hein. Ce qu'on veut, c'est arriver à faire un pattern qui est périodique avec une période qu'on arrive à contrôler. Ici, la seule longueur qui apparaît à la fin, c'est la taille des cellules, à l'échelle de laquelle chaque cellule est instable, et puis toutes les cellules se comportent de la même façon. Donc il n'y a pas de pattern qui apparaît, donc ce n'est pas un cas intéressant. Il y a un deuxième cas qui est le cas extrême. C'est des instabilités à très petite longueur d'onde. Ça serait une instabilité où chaque cellule n'est pas en phase avec sa voisine, mais par exemple en opposition de phase avec sa voisine. Là, il y a une longueur d'onde, mais la longueur d'onde, c'est la taille des cellules. Ce n'est pas non plus ce qu'on cherche pour faire de la signalisation dans un tissu. Ces instabilités-là peuvent aussi être stationnaires ou oscillantes. Et ce que dit Turing, alors je ne sais pas si c'est encore vrai de nos jours, j'avoue que je n'ai pas été vérifié, c'est que ce cas-là n'existe pas en biologie. Mais le 1, c'est que toutes les cellules vont se mettre dans le même état. Parce que toutes les cellules se mettent dans le même état et donc il n'y a pas de pattern du tout qui apparaît. Alors que dans l'autre, elles peuvent être couplées avec la cellule voisine et être dans des états différents entre cellules voisines, sachant qu'il y a une période, c'est la période. En gros, ça c'est ce qu'ils trouvent comme instabilité à vecteur d'onde nul. C'est la limite où le vecteur d'onde est nul et ça c'est la limite où le vecteur d'onde est infini. Alors le cas qui est intéressant, c'est le troisième cas, c'est le cas de l'instabilité de Turing. Alors pour arriver à observer ces instabilités de Turing, il faut que le coefficient de diffusion de l'inhibiteur soit grand et le coefficient de diffusion de l'activateur soit petit. Donc le coefficient de diffusion de l'inhibiteur, DI, doit être beaucoup plus grand que le coefficient de diffusion de l'activateur. Je ne vais pas vous faire le moindre calcul là-dessus, je vais vous faire des petits dessins pour essayer de vous montrer un peu à la main pourquoi ça se produit. Donc supposez que, il faut que je le fasse de la même couleur que là-bas, l'activateur est rouge. Donc au départ, j'ai un niveau d'activateur qui est là, et j'ai un niveau d'inhibiteur que je ne vais pas mettre à la même valeur, que je vais mettre un peu en dessous, parce que autrement on va les confondre. Et puis, supposez qu'il y a une fluctuation de densité de l'activateur qui se fait. Donc l'activateur va avoir un pic localisé comme ça. À cet endroit-là, j'ai plus d'activateurs. Si j'ai plus d'activateurs, la quantité d'activateurs va augmenter. L'activateur, il diffuse lentement. Donc pour l'activateur, je vais avoir un pic qui est plus grand. L'activateur, il active aussi l'inhibiteur. Donc si j'ai beaucoup d'activateurs, je vais créer de l'inhibiteur.
Donc l'inhibiteur va augmenter aussi. Ça va faire quelque chose comme ça. Sauf que l'inhibiteur, il diffuse plus vite. S'il diffuse plus vite, ça veut dire que sa concentration va s'étaler plus. Donc ce n'est pas comme ça qu'il faut que je le dessine. Donc j'augmente la quantité et je l'étale un peu. Je vais obtenir quelque chose qui est comme ça. Et vous voyez que j'ai des régions ici où j'ai beaucoup d'inhibiteurs et pas beaucoup d'activateurs. Donc l'inhibiteur va faire diminuer la quantité d'activateurs. Et si j'attends un petit peu, je vais arriver à quelque chose comme ça. Alors, voilà mon niveau de base. L'inhibiteur va être comme ça. Je vais dessiner en blanc. Donc j'ai une région ici où j'ai diminué la quantité d'activateurs parce que j'ai de l'inhibiteur à cet endroit-là. Et puis à cet endroit-là, je vais produire un peu moins d'activateurs. Et en poussant ce mécanisme un peu plus loin, on peut obtenir un système qui est périodique, où ce qui va nous dicter la période, c'est cet effet de compétition de la croissance ici de l'activateur et de la déplétion ici, qui est due au fait que l'inhibiteur diffuse plus loin que ce que diffuse l'activateur. Alors c'est un peu à la main, un peu olé olé, mais le calcul de Turing montre ça directement. Oui. Alors c'est en fonction d'une coordonnée spatiale. Je dis localement, il y a une fluctuation de densité d'activateurs. Ça fait croître les deux, mais celui-là s'étale plus. Et dans cette région-là, où j'ai plus d'inhibiteurs que d'activateurs, je vais diminuer la concentration d'activateurs. Comment ? Et à la fin, on va finir avec quelque chose qui a un système qui est, quand l'instabilité s'est développée, on va finir avec un système qui est périodique. Où l'activateur est comme ça et l'inhibiteur est en phase avec l'activateur. Donc voilà ce à quoi conduit cette instabilité de Turing. Donc ça, c'est le troisième comportement. C'est lui qui est intéressant. C'est lui qui est intéressant parce que la période dans ce système-là, elle dépend des deux coefficients de diffusion, le coefficient de diffusion de l'activateur et le coefficient de diffusion de l'inhibiteur. Et puis elle dépend aussi de ces termes de réaction qui sont là. Donc c'est vraiment les deux morphogènes, l'activateur et l'inhibiteur, qui font la structure périodique. Et en les contrôlant, on peut contrôler cette structure périodique. Oui ? Qu'est-ce qui fait que la coefficient de diffusion de l'inhibiteur soit plus grand que le coefficient de diffusion? Alors comment est-ce qu'on arrive à un coefficient de diffusion plus rapide ? Alors avoir des coefficients de diffusion rapides, c'est facile. Parce que c'est des petites molécules, et les petites molécules diffusent très vite. Donc après, soit parce qu'elles s'accrochent à quelque chose, soit parce qu'ils transportent des gros objets avec elles. Donc il faut que ce qui est probablement plus facile, c'est de ralentir l'activateur. Ralentir l'activateur, soit il interagit de façon attractive avec quelque chose qui ne bouge pas, soit il transporte des objets plus gros, et le coefficient de diffusion, il dépend de la taille de l'objet qui diffuse. Plus les objets sont gros, plus le coefficient de diffusion est petit. Mon bon maître Pierre-Gilles Dezaine appelait ça le théorème de Baudelaire, parce que l'albatros a des grands bras, et avec ses grands bras, il avance lentement. Donc voilà le cas qui est intéressant de cette instabilité de Turing. Alors cette instabilité de Turing, on peut se demander si on arrive à l'étudier dans des systèmes parfaitement contrôlés, où on contrôle tous les paramètres. C'était quelque chose qui a été assez difficile, parce qu'il faut être sûr qu'il n'y a pas d'écoulement dans la solution où on fait ça. À ma connaissance, la première étude quantitative de l'instabilité de Turing, elle a été faite à Bordeaux en 1990 par Patrick de Kepper. Et Jean Boissonnade. Donc ils ont utilisé une réaction chimique qui avait exactement ce comportement-là, et ils ont éliminé les écoulements en piégeant les réactifs dans un gel polymérique. En faisant ça, ils disent, et maintenant c'est à peu près accepté par tout le monde, que dans ce système-là, on a un système de Turing pur qui est bien décrit par ces équations-là, pour lequel ils connaissent les termes de réaction, puisqu'ils connaissent la réaction chimique qui est en jeu. Donc oui, on arrive à le faire de façon modèle,
mais ça n'a pas été très facile à faire, hein, ça a été fait en 1990. Alors, je répète ce que j'ai dit la dernière fois, je ne note pas les références, je les ai soigneusement référées à la suite de mes notes, donc vous retrouverez toutes ces références-là. Il y a un quatrième cas auquel on pourrait penser, c'est est-ce qu'il peut y avoir une onde progressive d'activateur ou d'inhibiteur. Et ce que montre Turing, c'est que si on a deux morphogènes, il ne peut pas y avoir d'onde progressive. Par contre, si vous avez trois morphogènes, Turing montre qu'on peut avoir, en plus de ces structures qui sont périodiques dans le temps et qui ne progressent pas, on peut avoir une onde progressive. Alors c'est des mathématiques, hein, ça veut dire que c'est tous les comportements possibles qui sont observables. La dernière chose que je trouve remarquable dans cet article-là, c'est qu'en 1952, Turing s'est débrouillé pour faire des simulations numériques de ces équations. Donc en plus, dans l'article des analyses de stabilité, il y a des solutions numériques des équations. Donc ça, c'est quelque chose qui est, j'allais dire, très célèbre et qui a complètement lancé ce domaine du patterning dans les tissus. Mais c'est de la régulation qui est chimique. Le point sur lequel je voudrais insister, c'est que toute la régulation n'est pas chimique et que les propriétés mécaniques peuvent faire de la régulation dans les tissus. Alors c'est mon point 3. Alors d'où vient la régulation mécanique? Elle vient du fait que certaines propriétés des cellules dépendent des contraintes locales dans le tissu. Alors, je vais vous en montrer deux. La première, c'est l'expression des gènes. Et la deuxième, c'est la division cellulaire. Alors, oui, alors je ne vous ai pas montré ça. Ça, c'est les patterns qu'on obtient en faisant des simulations numériques des équations de Turing. Et ça, c'est tout un tas de motifs que les gens ont essayé d'expliquer à partir de cette instabilité de Turing. Il y a un monsieur qui s'appelle Kondo, qui a beaucoup travaillé là-dessus, à chercher des systèmes biologiques qu'on peut expliquer par l'instabilité de Turing. Ça fait toujours des choses qui sont assez belles à regarder. Hein. Et ces exemples-là sont assez significatifs. Vous voyez qu'on a des patterns périodiques qui ressemblent un peu à ce qu'on obtient dans des domaines très très non linéaires. Alors, première chose, c'est le fait que les contraintes mécaniques modulent l'expression des gènes. Un des pionniers de cette histoire-là, c'est quelqu'un qui est à l'Institut Curie, qui s'appelle Emmanuel Farge. Qui était persuadé de cette chose-là, que la mécanique pouvait modifier l'expression des gènes. Et il a fait une expérience qui est schématisée en haut. Donc c'est un embryon de drosophile que vous voyez là. Et puis ce que fait Emmanuel Farge, c'est qu'il comprime cet embryon de drosophile. Alors l'expérience sur le principe est très simple. Il écrase cet embryon de drosophile entre deux plaques. La compression n'est pas gigantesque, c'est-à-dire qu'il ne le massacre pas. Hein, c'est quelque chose comme 10% de compression pendant quelques minutes. Et puis après, il regarde l'expression de certains gènes. Le gène qu'il regarde, très souvent, c'est ce gène qui s'appelle Twist. Donc là, vous avez ce gène est sous contrôle
un autre gène qui exprime la GFP. Donc là où le gène twist est exprimé, vous avez la couleur verte qui apparaît. S'il n'y a pas de compression, vous voyez que le gène twist n'est que d'un côté, je crois que c'est le côté dorsal. Et puis si vous comprimez, le gène twist est observé sur tout l'embryon. Donc quand on applique cette contrainte mécanique, on modifie l'expression du gène twist, on passe d'une expression qui est localisée sur une face de l'embryon à une expression qui est absolument partout. Donc voilà un premier type de choses qui sont régulées par les propriétés mécaniques. Ça veut dire qu'en changeant les propriétés mécaniques locales, on arrive à moduler l'expression des gènes. Alors cette expérience est par certains aspects un peu détaillée, un peu controversée, mais je crois que maintenant tout le monde est d'accord et tous les biologistes sont d'accord que la mécanique peut influencer l'expression des gènes. Donc ça, c'est un premier exemple de régulation mécanique. J'en ai un deuxième ici qui a trait à ce que je vous montrais la dernière fois, qui sont des sphéroïdes multicellulaires. Donc c'est ces agrégats de cellules que je vous ai montrés et qui poussent et qui atteignent des tailles de quelques centaines de microns. Ce qu'a fait ce groupe-là aux États-Unis, c'est qu'ils ont fait pousser ces sphéroïdes multicellulaires à l'intérieur de gel polymérique. Donc le gel, c'est un milieu élastique. Ils mettent quelques cellules qui sont piégées dans le gel. Les cellules se divisent, donc l'agrégat croît, et ils déforment le gel. Quand ils déforment le gel, ça crée des contraintes mécaniques. Alors ça crée des contraintes mécaniques qui sont assez fortes. On ne le voit pas là-dessus, mais c'est très bien expliqué dans leur article. En fait, ils font des craquelures dans le gel, et les multisphéroïdes sont à l'intérieur de ces craquelures qui sont uniquement dues à la déformation induite par la croissance. Et puis après, ils regardent, c'est cette image-là, ça c'est une image du sphéroïde, c'est cette image-là qu'il faut regarder, ils regardent où se divisent les cellules. Alors leur idée, c'est que dans cette région-là, il y a une craquelure, donc il y a un espace ici où il n'y a pas de gel, donc les forces sur le sphéroïde sont très faibles de ce côté-là, elles sont très faibles de ce côté-là. Par contre, elles sont très importantes en haut et en bas. Et ce qu'ils mesurent, ce que vous voyez en vert fort, c'est l'endroit où les cellules se divisent. C'est que les cellules se divisent à l'endroit où les contraintes sont faibles, et les cellules ne se divisent pas à l'endroit où les contraintes sont fortes. Alors, ils ont fait l'expérience complémentaire, c'est-à-dire qu'ils ont regardé non pas la division cellulaire, mais la mort cellulaire, l'apoptose. Là où les contraintes sont fortes, il y a plus d'apoptose, et là où les contraintes sont faibles, il y a moins d'apoptose. Ça veut dire que quand on met un tissu sous compression comme ça, on diminue la division et on augmente la mort cellulaire. Alors ça, c'est des choses sur lesquelles je reviendrai très souvent, peut-être pas trop dans le cours de cette année, encore que la prochaine fois, je parlerai un peu de ça, mais beaucoup dans le cours de l'année prochaine quand je regarderai les propriétés mécaniques. Oui. Donc là, les cellules, elles sont sensibles à la compression, mais est-ce qu'elles sont aussi à la traction? Quand on tire dessus. Oui. C'est plutôt la compression qui... C'est-à-dire, à ma connaissance, c'est plutôt des effets de contrainte isotrope. Quand on comprime, on favorise on défavorise la division, et quand on dilate, on favorise la division. C'est-à-dire si elles ont plus d'espace. Notre terme, un autre paramètre, ça serait la densité. Si on comprime, on augmente la densité. À faible densité, les cellules ont envie de se diviser. À grande densité, les cellules n'ont plus envie de se diviser. Après, si on admet qu'il y a une équation d'état, c'est-à-dire que la densité et la pression, c'est presque la même variable, ce n'est pas évident. Et si on admet qu'il y a une équation d'état, la pression doit croître avec la densité, ça c'est une question de stabilité. Donc on est exactement sur le même type d'expérience que ça. Toutes les expériences que je connais font surtout comprimer les agrégats. Est-ce que l'agrégation est de forme pour minimiser l'énergie élastique du matériau? Alors, ce que font les cellules quand elles se divisent, elles exercent des contraintes, donc elles poussent sur le gel, et c'est vraiment la contrainte du gel qui pousse ici. La contrainte est transmise sur toute cette surface-là. La contrainte du gel élastique est transmise à l'agrégat cellulaire, et ça comprime l'agrégat cellulaire. Donc c'est vraiment une contrainte mécanique qui est transmise à l'agrégat cellulaire dans ce cas-là. La première personne qui a parlé de cette histoire de régulation de la division cellulaire par les contraintes, c'est Boris Schreiman. Qui est un théoricien américain qui est à Santa Barbara, et ça date de 2005. Emmanuel Farch, c'était en 2003. Le point sur lequel je vous donne deux exemples là, mais
le point sur lequel je veux insister, c'est que les propriétés mécaniques sont couplées à pas mal de processus cellulaires. Là, vous avez des exemples très clairs. Il y a des endroits où c'est un peu moins violent, mais en général, beaucoup des propriétés cellulaires vont être couplées aux propriétés mécaniques. Donc voilà ce que je voulais dire sur la régulation. Je ne vais pas en dire beaucoup, mais je passerai le dernier cours à discuter plus spécifiquement la régulation. Ce que je veux faire pendant la fin du cours, c'est discuter la division cellulaire. C'est un peu ça le leitmotiv de tout mon cours, hein, c'est comment la division cellulaire se couple aux propriétés mécaniques du tissu, aux autres propriétés du tissu. Donc quelque part, toutes les propriétés que je vais discuter sont un peu reliées à la division cellulaire. Donc ce que je vais faire là, c'est vous donner des choses qui sont très générales et très très bien admises sur la division cellulaire. Alors je ne vais pas parler beaucoup de biologie. La première chose qu'il faut que je dise, c'est que bien sûr, avant la division cellulaire, il y a une croissance cellulaire. Il y a une phase du cycle cellulaire qui s'appelle l'interphase, ou la phase S, pendant laquelle la cellule double son ADN, donc elle double son matériel génétique. Après, elle produit plus de protéines, et l'effet de ça, c'est que le volume de la cellule va croître. Alors si on est très très naïf, on dit le volume va croître, il va croître d'un facteur 2, et puis en gros, la division va se faire quand c'est un facteur 2. C'est à peu près vrai. Après, il y a beaucoup d'expériences qui ont essayé de mesurer ça, de mesurer le volume. Parfois, les gens mesurent le volume, parfois, ils mesurent la masse. Et ils ne font pas trop la différence entre le volume et la masse, mais rien ne dit que la densité va rester constante. Suivant les expériences, on trouve que le volume croît linéairement entre un facteur 1 et un facteur 2. Parfois, il y a un overshoot, ça veut dire qu'il dépasse 2, et puis il redécroît jusqu'à 2, et la division se fait quand c'est 2. Il faut qu'au moment où la division se fait, c'est-à-dire au moment où la mitose se fait, le volume soit 2 fois le volume initial, parce qu'on veut des propriétés que j'appellerai homéostatiques tout à l'heure du tissu, c'est-à-dire qui sont constantes dans le temps. Et si on veut que le volume soit à peu près constant, il faut que chaque cellule, quand elle se divise, ait 2 fois le volume initial. Donc ça, c'est la première phase. Et puis, après cette phase où la cellule a cru, il y a une phase de division. Alors, je ne vais pas rentrer là-dedans. Ça, c'est toute l'histoire d'abord de la mitose. Et puis, je vous ai montré la semaine dernière cette image où la cellule se coupe en deux. C'est des processus qui ont été extrêmement étudiés et qui sont maintenant extrêmement bien compris. La chose que je veux dire, par contre, c'est que la division cellulaire, c'est un processus qui est éminemment régulé. Il y a tout un tas de checkpoints qui peuvent arrêter la division cellulaire si elle ne se passe pas bien. Et il faut qu'elle soit éminemment régulée. Il y a des cas où la division cellulaire n'est pas régulée. C'est le cas de beaucoup de cancers. Dans certains cancers, c'est la division ou la mort cellulaire qui n'est pas régulée. En particulier, il y a cette protéine P53 qui, quand elle est mutée, ne bloque plus, va bloquer l'apoptose. L'apoptose ne se fait plus et les cellules vont proliférer comme ça sans mourir. Donc ça, c'est un des problèmes du cancer, qu'il y a une prolifération excessive des cellules. Donc voilà, après, ce que j'ai envie de faire, moi, ce n'est pas de regarder ces processus-là individuels, c'est les cellules, c'est regarder les populations. Donc je vais regarder un tissu, et une première approximation, c'est de regarder les tissus à des temps qui sont longs devant le temps de division cellulaire. Pour les sphéroïdes que j'ai montrés là, la division cellulaire, c'est une journée à peu près. La mitose est beaucoup plus courte, la mitose, c'est un peu moins d'une demi-heure, mais le temps entre deux divisions cellulaires, c'est à peu près une journée. Donc ce que je veux faire, c'est regarder une population de cellules où il y a beaucoup de divisions cellulaires, et si je regarde à des temps très longs devant le temps de division cellulaire, je vais considérer que la croissance et la division, c'est à peu près le même processus. Ce que j'entends par là, c'est qu'à des temps très longs, je n'ai pas à m'inquiéter de comment la cellule croît, comment elle se divise. La seule chose que je vais essayer de mettre, c'est le fait que quand, quand les cellules se divisent, ça rajoute une nouvelle cellule dans le tissu et que cette nouvelle cellule elle est à peu près identique aux autres.
Et pour ça, je vais introduire un taux de division. Je vais l'appeler KD. Ça, c'est la probabilité par unité de temps qu'une cellule se divise. La probabilité par unité de temps, c'est l'inverse du temps que la cellule met à se diviser. Donc ça, c'est 1 divisé par un jour. Alors les cellules se divisent, mais les cellules meurent aussi, hein. Alors la mort cellulaire qui va être pertinente pour à peu près tout ce que je vais raconter, c'est ce qu'on appelle l'apoptose. Ça, c'est la mort cellulaire programmée. Alors j'insiste sur le fait que l'apoptose est indispensable, hein, pour que les organismes se développent correctement. Il faut que l'apoptose existe et il faut que l'apoptose soit correctement régulée. Et je vais faire la même chose, c'est-à-dire je vais supposer qu'il y a un taux d'apoptose que je vais appeler K. Donc ça, c'est le nombre d'apoptoses pour une cellule par unité de temps, et le temps d'apoptose, c'est à peu près du même ordre de grandeur que le taux de division cellulaire. Le fait que la division et la mort cellulaire sont régulées, ça veut dire que KD et KA vont dépendre de l'environnement des cellules. Alors l'environnement, c'est l'environnement chimique. Ça veut dire qu'il y a des molécules qui sont nécessaires pour que les cellules se divisent. Par exemple, il faut des nutriments, il faut que les cellules aient de l'oxygène. Il y a des protéines qui s'appellent des facteurs de croissance qui sont aussi nécessaires. Et suivant le taux, la concentration locale de tous ces composants-là, ou la pression partielle locale d'oxygène, le taux de division va augmenter ou diminuer, et le taux d'apoptose va augmenter ou diminuer. Alors ce que je veux faire maintenant, c'est quelque chose d'assez caricatural, mais je vais être obligé de commencer par des choses comme ça. Je vais faire ce que je vais appeler de la dynamique des populations. C'est-à-dire que je vais considérer que j'ai une population de cellules, que je connais son taux de division que je vais appeler KD, que je connais son taux d'apoptose que je vais appeler KA, et puis ce que je vais me demander, c'est comment évolue le nombre de cellules dans cette population. Alors, la façon dont je vais caractériser ça, c'est que je vais introduire, donc je vais partir d'un nombre de cellules au départ que je vais appeler N0, et puis je vais mesurer le nombre de cellules en fonction du temps. Alors il y a une distribution, il y a du bruit là-dedans, parce que KD et KA sont des probabilités par unité de temps de division cellulaire et de mort cellulaire. Donc je vais pouvoir définir une probabilité que je vais appeler P indice N de T. P indice N de T, partant de ma population initiale où je sais qu'il y avait N0 cellules, c'est la probabilité qu'à l'instant T, il y ait N cellules. Alors c'est cette quantité-là que je vais étudier. Alors avec ce que je vous ai dit, c'est assez facile d'écrire une équation d'évolution pour Pn de t. Je vais écrire dPn sur dt. Ça, c'est la variation avec le temps de la probabilité d'avoir n cellules. Alors pourquoi est-ce que cette probabilité change? Elle change parce que les cellules se divisent et elle change parce que les cellules meurent. Alors, il va y avoir un terme qui va être proportionnel au taux de division.
Comment est-ce que Pn va changer? Ça va changer parce que si j'ai à l'instant t n-1 cellules, qu'il y a une cellule qui se divise, à l'instant t plus dt, j'aurai n cellules. Donc il va y avoir un terme qui va être proportionnel à Pn-1 de t. Ça, c'est la probabilité qu'une cellule se divise. Donc à partir de n-1, je passe à n dans l'instant dt. Et comme chacune des n-1 cellules peut le faire, il y a un facteur n-1. Je vais écrire que c'est n-1. Il y a un autre effet, c'est que si à l'instant t j'ai n cellules et qu'il y a une cellule qui se divise, la population elle va passer de n à n plus 1. Donc cette fois, je vais diminuer la probabilité d'avoir n cellules parce qu'il y a des cas où la population est passée de n à n plus 1. Donc je pars de n cellules, chacune peut se diviser, donc il y a un terme qui va être moins n Pn de t. Ça, c'est les deux termes qui permettent de changer la probabilité Pn de t à cause des divisions cellulaires. Maintenant, j'ai des morts cellulaires aussi, donc j'ai deux termes équivalents pour les morts cellulaires. Alors j'ai plus K, la quantité d'apoptose. Comment est-ce que je change Pn de t? Eh bien, si la population à l'instant t a n plus une cellule et qu'il y a une cellule qui meurt, ça passe à n cellules. Donc ça veut dire que j'ai un terme positif qui doit être proportionnel à Pn plus 1 de t. Mais au départ, je pars d'un agrégat de n plus une cellule, donc ici il y a un facteur n plus 1. Et puis, même chose que tout à l'heure, si à l'instant t j'ai n cellules, qu'il y a une cellule qui meurt, à l'instant t plus dt, j'en ai n-1. Donc j'ai un terme négatif, moins n Pn de t. Donc voilà l'équation. Alors un physicien a envie d'appeler ça une équation maîtresse, ou une équation pilote, qui me donne à l'instant t la probabilité Pn de t, sachant que à l'instant t égale 0, je sais que j'avais n0 cellules, et je vais prendre n0 grand. Pourquoi je prends n0 grand? Parce que l'état à 0 cellules, il est un peu spécial. Si les cellules meurent trop, je vais arriver à un moment où il n'y a plus de cellules du tout. Puis une fois que le tissu n'a plus de cellules du tout, il n'y a rien qui reconstitue les cellules. Donc cette équation, elle est valable, sauf si n est égal à 0 ou 1. Si n est égal à 0 ou 1, il faudra que je fasse attention, parce que je peux tomber à 0 cellules. Et dans ce cas-là, à 0 cellules, c'est fini, il n'y a plus d'histoire, tout le monde est mort. Ça, en physique, c'est ce que les gens appellent un état absorbant. C'est un terme qui est parfaitement bien défini dans la physique des systèmes hors d'équilibre. La propriété de cet état-là, c'est une fois que je l'ai atteint, je reste dedans. Donc c'est pour ça qu'il est considéré comme absorbant. Et en fonction du temps, j'ai une certaine probabilité que toutes les cellules soient mortes. Si n0 est très grand à des temps courts, la probabilité est très faible. C'est pour ça que je peux ne pas trop m'en inquiéter. Si n0 est petit, si je pars d'une cellule, elle a une probabilité tout à fait finie de mourir. Il y a plein d'agrégats à une cellule qui vont mourir. Donc je vais oublier un peu ces effets subtils qui se produisent pour n égale 0 ou n égale 1. Et la façon de le justifier, c'est de dire on part d'un agrégat où il y a beaucoup de cellules. C'est comme ça que font les gens sur les sphéroïdes multicellulaires. Ils ne partent jamais d'une seule cellule, ils partent déjà d'un agrégat de cellules. En partant d'un agrégat de cellules, ce qui va dominer, c'est la division cellulaire. Et l'agrégat va croître et pratiquement jamais toutes les cellules vont mourir, sauf s'il y a une catastrophe expérimentale, une impureté ou une cochonnerie dans le système qui va tuer toutes les cellules. Oui. Sans attendre le 0, est-ce qu'il y a un taux au-delà duquel on sait que de toute façon, on va tout mourir? Alors, oui, ce que j'allais juste dire, mais ça répond à votre question, en fait, cette équation, on peut la résoudre. Je ne vais pas le faire,
parce que c'est des mathématiques, c'est pas rigolo, hein, c'est de l'algèbre un peu compliqué, il faut introduire des fonctions génératrices des probabilités Pn qui en gros sont la transformée de Laplace, et ça se résout exactement. Donc à partir de ça, je pourrais vous calculer en fonction de n0 et du temps, quelle est la probabilité que le tissu meure. À temps très court, si n0 est grand, cette probabilité est nulle, ou exponentielle moins n0 qui va être nulle. Si j'attends suffisamment longtemps, si j'attends très longtemps, il y a une probabilité non nulle que le tissu meure. Donc je vais oublier ces effets-là et je vais considérer que le tissu ne meurt pas. Je ne vais pas vous résoudre cette équation-là, je vais calculer ce que je vais appeler les moments du nombre de cellules. Le moment, c'est la valeur moyenne. La valeur moyenne, c'est somme sur n de n fois Pn. Et puis, le carré, la valeur moyenne du carré, somme sur n de n2 fois Pn. Alors, je vais vous montrer ce que ça fait avec n fois Pn. Je multiplie cette équation par n. Donc, j'ai n dPn sur dt plus kd. Ici, il va y avoir nn-1 Pn-1 moins n2 Pn plus Ka. Ici, j'ai nn plus 1 Pn plus 1 moins n2 Donc j'ai rien fait, hein, j'ai juste fait une transformation mathématique, j'ai multiplié l'équation par n, et puis maintenant je vais sommer sur tous les n possibles. Donc je vais avoir somme sur n ici, je vais avoir somme sur n ici, je vais avoir une somme sur n ici. C'est un égal ou un plus, non? Le premier plus, c'est un égal. Comment? C'est un égal, ça. C'est bien, il suit. Il a été bien formé à l'ESPCI. Somme sur n de nPn, c'est la valeur moyenne de n. Donc ça, c'est la dérivée par rapport au temps de la valeur moyenne de n. Alors ici, j'ai somme sur n de n, n-1, Pn-1. Il y a une toute petite astuce, c'est que il faut que je shift n de n à n-1 pour calculer des valeurs moyennes. Donc la variable muette qui est ici, au lieu d'être n, il faut que ça soit n-1. Donc ça sera la somme de Pn de quelque chose comme nn plus 1 si je fais ce changement-là. Donc là, j'ai la valeur moyenne de nn plus 1. Ça, c'est facile. C'est somme sur n de Pn fois n2. Ça, par définition, c'est la valeur moyenne de n au carré. Plus Ka. Alors c'est pareil, ici j'ai Pn plus 1, donc quand je somme, il faut que j'appelle n la valeur n plus 1, donc ça va faire nn-1. Et puis là j'ai la même chose que là, hein, donc moins n2. Bon, je vais un peu vite, hein, c'est de l'algèbre simple. Si vous avez une difficulté avec ça, venez me voir, je vous montrerai exactement comment on fait ça. Mais donc voilà, ici, une équation pour la dérivée par rapport au temps de la valeur moyenne de n. Alors vous voyez que j'ai des nn-1, des nn plus 1 ici. Je peux développer tout ça, et je vais vous écrire ce que je trouve à la fin. Alors, dn sur dt. Faites-moi confiance, les termes en valeur moyenne de n2, celui-là s'en va avec celui-là, celui-là s'en va avec celui-là. Donc la seule chose qui reste, c'est les termes linéaires. Et je vais trouver que c'est kd. Si je calcule la valeur moyenne de n,
j'ai une équation simple. Vous m'accorderez que la valeur moyenne de n, elle croît exponentiellement. La valeur moyenne de n. À t égale 0, j'ai dit que j'avais n0 cellules, mais comme il n'y a qu'un nombre de cellules, la valeur moyenne c'est n0. Donc ça fait n0. Si KD est plus grand qu'A, la population croît. Si les cellules se divisent plus que ce qu'elles meurent, je rajoute des cellules et la croissance est exponentielle. Si K est plus grand que KD, le nombre de cellules décroît et la décroissance est exponentielle. Dans ce cas-là, il faut que je fasse attention parce qu'il va arriver un moment, il faudra que je m'inquiète du fait que je peux arriver à 0. Donc il faudra que je prenne en compte cet état absorbant qui est là. Bon, c'est quelque chose qu'on aurait pu deviner presque sans rien faire. La seule chose que ça nous dit, c'est qu'il y a un taux de croissance. Alors, maintenant, ce que je veux faire, ce n'est pas calculer la valeur moyenne du nombre de cellules, c'est les fluctuations autour de cette valeur moyenne. Donc, je vais calculer la variance du nombre de cellules. Alors, comment je fais? Je vais le faire sur cette équation-là. Au lieu de multiplier l'équation par n, je la multiplie par n2. Donc, je multiplie ici par n2, je multiplie ici par n2, celui-là devient n3, ici j'ai n2, et ici j'ai n3. Je vais mettre une croix, parce que je suis flemmard et je n'ai pas réécrit cette équation, je l'ai utilisée 2 fois. Et puis après, je reconnais les moyennes qu'il y a là, donc je vais faire le même passage que ce que j'avais fait de là à là, mais pour cette équation, cette fois que j'ai multiplié par n2. Pn, somme de Pn n2, c'est la valeur moyenne de n2. Ça, il faut que je prenne n-1 comme variable, donc ça c'est n plus 1 au carré. Plus Ka. Alors vous avez compris, hein, il faut que je somme sur cette variable-là, donc ça c'est n-1, donc ça c'est n-1 au carré. Moins n3. Donc voilà l'équation de la valeur moyenne du carré de n. Alors comme tout à l'heure, le terme en n3 va s'en aller parce que là il y a un n3 et là il y a un n3, donc ceux-là s'en vont. Ceux-là s'en vont aussi, donc il reste des termes en valeur moyenne de n2 et en valeur moyenne de n. Je vais vous les écrire sauvagement. C'est 2n2 facteur de KD moins KA plus n facteur de KD plus K. Donc ça me donne une équation différentielle pour la valeur moyenne de n2. Alors ce qu'on a l'habitude de faire, ce n'est pas de calculer la valeur moyenne de n2, c'est de calculer l'écart à la valeur moyenne. Donc je vais introduire delta n. Ça c'est n moins valeur moyenne de n. Et puis je vais calculer la valeur moyenne de ce carré de delta n. Ça me donnera l'écart typique à la valeur moyenne que j'observerai dans la population. Donc je vais écrire delta n2. Et en prenant le carré, il ne reste plus que 2 termes. Il y en a un qui est valeur moyenne de n2. Ça, c'est ce que j'ai ici. Et l'autre, c'est valeur moyenne de n au carré. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la variance. Donc je vais écrire d de delta n au carré sur dt
égale. Alors il y a un premier terme qui est la dérivée de la valeur moyenne de N2. Alors, je vais écrire ce terme d'abord. N KD plus KA. Puis après j'ai plus 2. KD moins KA, donc il y a valeur moyenne de N2. Puis après, il faut que je prenne la dérivée de ce terme-là. C'est 2 fois valeur moyenne de N fois la dérivée. Et si vous reprenez, je multiplie ça par valeur moyenne de N, ça fait 2 fois KD moins KA fois valeur moyenne de N au carré. Donc ça me transforme ça en delta N au carré. C'est un tout petit peu plus subtil que tout à l'heure, parce que maintenant, j'ai vraiment la variance ici, mais elle dépend de la valeur moyenne. Alors la première remarque, s'il y a des mathématiciens parmi vous, c'est une équation linéaire en delta N2, donc tout le monde sait la résoudre. Il n'y a absolument aucun problème là-dessus, ce n'est pas ce que je veux faire. Donc vous pouvez la résoudre, hein, c'est de la solution, c'est des exponentielles qui se combinent, et c'est très bien, ce n'est pas ça que je veux faire. Ce que je veux faire, c'est donc je pars de N0, à t égale 0, et puis je laisse évoluer mon système, et puis à l'instant t, je vais faire une mesure de N. Donc à l'instant t, je vais me trouver dans une configuration donnée, j'ai le temps, la division cellulaire, ça prend un jour, donc j'ai absolument le temps de faire cette mesure-là. Maintenant, je connais exactement N à l'instant t, et puis une fois que j'ai fait ça, la variance est nulle, parce que je sais exactement combien il y a de cellules. Maintenant, je vais regarder ce qui se passe à l'instant t plus delta t. À l'instant t plus delta t, j'aurai delta N2 égale delta N2 à l'instant t, mais ça c'est 0 parce que j'ai mesuré et que je sais exactement combien il y a de cellules. Donc ce terme-là ne compte pas, et la seule chose qui va rester, c'est la valeur moyenne de N, mais maintenant que j'ai fait ma mesure, la valeur moyenne à l'instant t, c'est N, ce n'est pas valeur moyenne de N. Donc si je fixe à un instant t le nombre de cellules, à l'instant t plus delta t, la fluctuation autour de ce nombre-là, ça va être n fois delta t. Ça, c'est une variable fluctuante dont le carré croît linéairement avec le temps, donc c'est comme une équation de diffusion. Si vous regardez le mouvement d'une particule brownienne, vous avez le carré de la position x2 qui est proportionnel à delta t dans un petit instant delta t. C'est une équation de diffusion qui est un tout petit peu subtile, même franchement subtile, parce que le coefficient de diffusion, à l'instant t, il dépend du temps. Parce que ce n qui est là, ça dépend de la configuration dans laquelle je suis. J'ai oublié Ka plus Kd, oui. Merci Françoise. Je l'aurais retrouvé après, mais... Donc c'est une équation de diffusion avec un coefficient de diffusion qui est n fois Ka plus Kd. Qui dépend de l'instant et de la configuration dans laquelle est le système. J'ai un coefficient de diffusion qui n'est pas constant, mais qui dépend pour chaque configuration du nombre de cellules que j'ai dans cette configuration-là. Alors vous allez me dire comment je traite ça. Il y a une façon que j'aime beaucoup, parce que je suis un peu fanatique de ce monsieur, de traiter ces choses-là, qui est d'écrire ce qu'on appelle une équation de Langevin.
Quand j'ai vécu avec Langevin pendant 5 ans, dans le bureau de l'ESPCI, il y a un buste absolument énorme de Langevin. Et il m'a regardé pendant 5 ans, toute la journée. Il était très calme, il ne m'a jamais embêté. Mais en plus, je trouve que c'est un physicien génial et un monsieur qui avait un spectre d'intérêt qui était extrêmement large. Par exemple, il a fait des considérations extrêmement poussées sur l'enseignement quand il était à cet endroit-là. Donc je vais écrire une équation de Langevin. Donc, je vais écrire D N sur dt. La population croît, et elle croît avec un taux de croissance qui est KD moins KA. Et puis, pour que ça croisse exponentiellement, il faut mettre N ici. Ça me donnera la bonne valeur moyenne. Et puis après, il y a de la diffusion autour de chaque état. Et la diffusion, il faut que je la mette avec un bruit aléatoire. Alors la bonne façon de le faire, c'est de mettre la racine carrée du coefficient de diffusion ici. Donc racine de n kd plus ka fois un bruit xi de t. Et ce bruit xi de t, en moyenne, il est nul. Et puis, ce qu'il faut que je me fixe, c'est les corrélations à l'instant t fois la fonction de corrélation, c'est-à-dire que xi de t fois xi de t'. Alors, si je regarde à des temps très longs, je vais oublier le fait qu'il y a un temps de division. Je vais considérer que chaque cellule n'est corrélée qu'à elle-même quand elle se divise. Donc, ça va être une fonction delta de t moins t'. Et puis le coefficient de ça, c'est 1, parce que j'ai mis le coefficient de diffusion ici. Ce que je prétends, c'est que cette équation-là, elle reproduit exactement ce comportement-là. Et donc à temps long, si je calcule la valeur moyenne de n ou la valeur moyenne de n2 à partir de cette équation de Langevin, je vais trouver les bonnes propriétés statistiques de la population. Vous allez me dire, c'est une équation de Langevin classique. C'est une équation de Langevin qui n'est pas très classique parce que le coefficient du bruit il dépend de la variable n. Ça, c'est ce qu'on appelle un bruit multiplicatif. Alors, ça peut paraître anodin, ça ne l'est pas. La bonne façon de traiter le bruit multiplicatif, c'est de discrétiser le temps, et il y a plusieurs façons de le faire. Alors, je vais juste dire une phrase pour les gens qui sont plus spécialistes. Il y a 3 façons de le faire. Il y a une façon qui serait de faire ce qu'on fait à l'équilibre thermodynamique. Il y a une façon qui serait de considérer, si je prends un petit intervalle de temps, le bruit au début de l'intervalle, et une façon qui est de considérer le bruit à la fin de l'intervalle. Ces 2 façons de discrétiser ne sont pas équivalentes. Pour ces problèmes de dynamique des populations, les mathématiciens ont étudié ça très très en détail depuis très longtemps, et la convention qui fut utilisée, c'est ce qu'on appelle la convention d'Ito. Cette convention d'Ito vous dit que si vous discrétisez, le bruit qui compte à l'instant t, entre t et t plus dt, c'est le bruit à t, ce n'est pas le bruit à t plus dt. J'insiste sur le fait que ça change le résultat si on change cette sauce-là. Alors pourquoi je vous ai fait ça? Ce qui m'intéresse, ce n'est pas tellement d'avoir le nombre la statistique du nombre de particules. Ce que je voudrais avoir, c'est la densité de cellules. Alors, comment est-ce que je fais pour avoir la densité de cellules? Je prends un petit volume V, je mesure à chaque instant le nombre de particules dans ce volume V, et la densité, c'est n sur V. C'est le nombre de cellules par unité de volume. Alors vous allez me dire, facile,
je divise cette équation-là par V et je vais obtenir une équation pour la densité. Donc ça va me donner d ρ sur dt égale, ça fait kd moins ka fois ρ. Puis quand je divise, je peux mettre un racine de V ici et je peux mettre un racine de V là-dedans. Donc plus racine de ρ kd plus ka fois un nouveau bruit que je vais appeler xi bar de t. Ici j'ai la densité peut dépendre de la position, donc ce bruit xi bar de t, il va dépendre de t et puis de la position r. Alors maintenant, quelles sont les propriétés de ce bruit-là? Ça, c'est xi divisé par racine de v. Donc quand je prends la valeur moyenne, je vais trouver 0. Donc la valeur moyenne de xi bar, c'est égal à 0. Puis il faut que je me donne la fonction de corrélation. Donc ça, c'est xi bar de t xi bar multiplié par xi bar de t' R'. Alors j'ai envie de deux choses là. J'ai envie de reproduire les corrélations temporelles qui étaient là, ça veut dire j'ai envie d'avoir des corrélations qui sont locales en temps. Mais j'ai aussi envie d'avoir des corrélations qui sont locales dans l'espace, parce que si je suppose que les divisions sont indépendantes, la division d'une cellule qui a un point donné, elle est complètement décorrélée de la division d'une cellule qui a un autre point. Donc le bruit qui vient de cette division-là sera complètement décorrélé du bruit qui vient de cette direction-là. Et donc il faut que je multiplie ça par delta de R moins R'. Et puis ça suffit à nouveau parce que ce delta, en gros, c'est 1 sur V, si je fais V tout petit. Et donc ça a bien la bonne dimension ici. Donc une fois que j'ai écrit ça, j'ai respecté l'équation que j'avais au départ et j'ai une équation qui dépend de la densité. Je n'ai pas tout à fait fini, parce que là j'ai supposé que les cellules étaient statiques. Bien sûr, il peut y avoir un mouvement des cellules. S'il y a un mouvement des cellules, elles vont être transportées par la vitesse. Donc il faut que je rajoute un flux de cellules. Donc je suppose qu'il y a une vitesse V des cellules. Vous m'accorderez que s'il y a une vitesse V, l'équation de conservation, ce n'est pas d rond sur dt, c'est d droit sur dt. Il faut que je rajoute la divergence du flux. Ça me dit que d ρ sur dt plus la divergence de ρv. Ça, c'est les cellules qui sont transportées à l'intérieur d'un petit volume et qui ressortent de ce petit volume-là. Et puis après, les deux zones termes sont les mêmes. Donc c'est kd moins ka fois ρ plus ça, c'est l'équation de conservation des cellules dans un tissu. C'est l'équation qui me régit la densité de cellules dans un tissu. Si je regarde cette équation, il y a deux termes. Il y en a un qu'on aurait pu deviner. Je vous ai dit que le taux de croissance, c'était kd moins ka. Donc ce terme-là, c'est la croissance exponentielle de la valeur moyenne. Et puis, il y a un terme de bruit. J'insiste sur le fait que le bruit, il vient du fait que la division et la mort cellulaire sont des processus stochastiques. J'ai dit qu'il y avait une probabilité par unité de temps qu'une cellule se divise, qu'il y avait une probabilité par unité de temps qu'une cellule meurt.
Et c'est la stochasticité de la division et de la mort cellulaire qui font qu'il y a du bruit dans cette équation-là. Ce qui compte pour la croissance, c'est KD moins KA, c'est-à-dire c'est la probabilité que la cellule se divise moins la probabilité qu'elle meure. Ce qui compte ici, c'est la somme. Donc il y a un bruit associé à la division cellulaire, il y a un bruit associé à la mort cellulaire, et ce qui compte, c'est la somme du bruit associé à la mort cellulaire plus le bruit associé à la division cellulaire. Donc il faut bien garder en tête cette idée qu'il y a un bruit et qu'il y a un bruit qui vient de la division et de la mort cellulaire. Alors, je vais vous montrer un exemple on ne peut plus simple de cette équation de conservation. Supposons que le tissu soit incompressible. Tissu incompressible, ça veut dire que les cellules sont incompressibles. C'est en gros des boules de billard que j'empile les unes à côté des autres, sauf que ces boules de billard se divisent. Chaque fois qu'elles se divisent, il faut qu'elles poussent leurs voisines pour que les voisines s'éloignent petit à petit. Donc si j'essaye de faire un dessin de ça, donc voilà mes cellules, elles ont toujours le même volume. Il ne faut pas qu'elles se recouvrent, hein. Et puis elles sont dans un volume total que je vais appeler V, ou un rayon ici que je vais appeler R. J'insiste, quand cette cellule-là se divise, pour mettre une nouvelle cellule, j'ai besoin de 2 fois la place que j'avais au début. Donc je suis obligé de pousser les autres cellules, et ça va créer un mouvement des cellules. Donc la division crée un mouvement des cellules. Qu'est-ce que ça veut dire que le tissu est incompressible? Ça veut dire que chaque cellule a un volume qui ne change pas. Ce n'est pas exactement vrai, mais pour beaucoup de cas, ce n'est pas une très mauvaise approximation, sauf si on applique des forces importantes sur le tissu. Ça veut dire que ρ est constant. Alors si ρ est constant, mon affaire se simplifie terriblement. Dρ sur dt, ça fait 0. Le ρ ici, il est constant, donc je peux le sortir. Ça, c'est constant. ρ est constant. Si je prends la valeur moyenne, ρ est absolument constant. La seule chose que je veux obtenir, c'est la divergence de la vitesse moyenne. Donc en supposant que ρ est constant, j'ai simplement divergence de la vitesse moyenne qui est égale à Kd moins Ka. Donc dans un tissu, la divergence de la vitesse, ce n'est pas 0 comme dans un fluide incompressible, c'est le taux de division moins le taux de croissance. Ça, c'est simplement dû au fait que quand les cellules se divisent et meurent, comme je vous disais, si celle-là veut se diviser, pour pouvoir mettre 2 cellules à cet endroit-là, il faut que je pousse les cellules voisines, et ça va pousser les cellules vers l'extérieur. Alors maintenant, on peut se demander ce que vaut la vitesse moyenne. Alors je vais simplement ne pas écrire la valeur moyenne. Je vais résoudre l'équation divergence de V égale Kd moins Ka, ou pour me simplifier la vie, je n'ai pas écrit la valeur moyenne. Si je suppose que le tissu est isotrope, je peux résoudre ça en coordonnées sphériques. Ça veut dire que les propriétés ne vont pas dépendre de l'orientation. La vitesse ne va dépendre que de la distance au centre du système. Je vous laisse vérifier que la solution de cette équation, c'est V alors vous pouvez passer en coordonnées sphériques si vous voulez. Une solution simple, c'est de prendre la solution et de la reporter dans l'équation. La divergence, c'est d sur dx de Vx plus d sur dy de Vy plus d sur dz de Vz. Vx, c'est Kd moins Kax sur 3, Vy, c'est Kd moins Ky sur 3, et Vz, c'est Kd moins Kz sur 3. Donc la divergence, ça fait bien 3 fois ça, et je retrouve bien Kd moins K. Donc comme ça, j'ai une vitesse qui est radiale, c'est-à-dire qui est le long. Si je pars du cœur, la vitesse est comme ça. Alors c'est simplement dû au fait que
je pousse les cellules vers l'extérieur et mon champ de vitesse il va diverger vers l'extérieur. Et puis je peux écrire la vitesse sur la surface ici. Je vais écrire V de R, c'est KD et qu'est-ce que c'est la vitesse V de R ici? C'est simplement la dérivée de R par rapport au temps. Donc à partir de l'équation de conservation des cellules dans le tissu, si je suppose que les cellules sont incompressibles, j'obtiens la vitesse au bord, c'est-à-dire la variation de la taille du tissu en fonction de la taille du tissu, et vous m'accorderez que R de T, c'est R0 exponentielle KD moins KA T sur 3. Et si c'est incompressible, le nombre de cellules il est proportionnel au cube du rayon. Ça veut dire que le nombre de cellules, il doit croître comme le cube de exponentielle KD moins KA T sur 3, et donc il doit croître comme exponentielle KD moins KA T, ce qui est bien ce que je vous ai dit tout à l'heure. Alors j'ai fait un détour gigantesque, j'ai introduit des fluctuations, j'ai moyenné les fluctuations. Il aurait suffi que je dise que R de T, c'est forcément la puissance 1/3 du nombre de cellules si c'est incompressible, et je retrouve bien sûr, le bon résultat. Après, vous pouvez poser des questions, c'est est-ce qu'on arrive à mesurer des croissances exponentielles comme ça? Avec des tissus pas trop hauts, on mesure des croissances exponentielles avec des bactéries. Un des premiers qui a mesuré des croissances exponentielles de colonies de bactéries, c'est Jacques Monod pendant sa thèse. Donc, si vous regardez la thèse de Jacques Monod, il prend des colonies de bactéries pour lesquelles on peut appliquer le même type de raisonnement, et puis il mesure la croissance, c'est-à-dire la croissance soit de la taille, soit du nombre de bactéries dans la colonie, et il trouve bien que la croissance est exponentielle, au moins au début. Après, il trouve des effets plus subtils qui sont dus aux nutriments des bactéries et au fait que la bactérie change de nutriments quand il y a plusieurs nutriments. Mais un des premiers à avoir fait ces mesures-là, c'est Jacques Monod. Donc voilà un premier modèle de croissance qui est un modèle extrêmement naïf, où je dis c'est une population, il y a une probabilité de division et une probabilité de mort cellulaire. Le point important, c'est que ça crée du bruit, ça. Donc il y a des fluctuations dans le nombre de cellules, et puis qu'on arrive à une équation qui est comme ça, qui a l'air simple, mais toute la complexité, elle est cachée dans le fait que le bruit dépend de la variable qui est la densité elle-même. Donc voilà un premier modèle. Je voudrais vous en montrer un deuxième, qui est ce que je vais appeler des fronts de croissance. Alors, c'est ce qu'on appelle des ondes de Fischer-Kolmogorov. Et ça, c'est des choses que, indépendamment, Fischer et Kolmogorov ont fait en 1937. Les physiciens connaissent bien Kolmogorov pour ses travaux en mathématiques appliquées sur l'ergodicité ou sur la turbulence. Ronald Fischer, c'était un mathématicien qui travaillait sur la dynamique des populations et qui s'est intéressé à la même chose que Kolmogorov au même moment sur ce problème-là. L'idée, c'est d'écrire, alors plutôt que des cellules dans un tissu, encore que dans certains cas, et on en parlait avec Jens à midi, on trouve cette équation de Fischer-Kolmogorov pour des croissances de tissus. Je vais la décrire pour une croissance de colonies de bactéries.
Donc je vais appeler phi la densité locale en bactéries. Et ce que je veux, c'est un peu comme j'ai fait pour les cellules là, écrire une équation pour la conservation de la densité de bactéries. Alors les bactéries, elles diffusent. Si on regarde suffisamment long, elles ont un mouvement qu'on appelle run and tumble. Elles vont tout droit, puis elles tournent sur elles-mêmes, puis elles repartent dans une direction au hasard, puis elles repartent dans une direction au hasard. Donc les bactéries diffusent. Et puis elles se divisent. Et c'est la seule chose que je veux prendre en compte, la diffusion des bactéries et leur division. Alors la diffusion, c'est simple, c'est ce que j'ai écrit tout à l'heure. dφ sur dt égale un coefficient de diffusion fois le Laplacien de psi. Puis je vais écrire que les bactéries, la colonie de bactéries croît parce que les bactéries se divisent. Alors, si je garde le même esprit que tout à l'heure, il faudrait que je mette un terme plus kφ. Ça me donne une croissance exponentielle. Si vous oubliez ce terme-là, ça vous dit que phi croît comme exponentielle kt. Mais les bactéries, elles ont besoin de nutriments. Et si elles croissent de façon exponentielle, elles vont manger tous les nutriments et elles vont se diviser moins. Donc il faut que je fasse saturer cette chose-là. Et la façon classique de faire saturer la division, c'est de rajouter un terme ici, 1 moins phi sur phi 0. C'est-à-dire que tant que phi est plus petit que phi 0, les bactéries se divisent normalement. Et puis si phi devient comparable à phi 0, le taux de croissance décroît. Et quand phi égale phi 0, le taux de croissance s'annule. Donc il n'y a pas de division si la densité est plus grande que phi 0. Alors ce terme-là, c'est ce qu'on appelle un terme de croissance logistique. J'avoue ne pas trop savoir pourquoi d'ailleurs, mais... Et ce qui décrit pour les bactéries, c'est cet effet de nutriments, que plus il y a de bactéries, moins chacune d'entre elles a du nutriment disponible. Donc voilà cette équation qu'on appelle l'équation de Fischer-Kolmogorov. Je ne vais pas vous la discuter en détail. Je vais vous donner deux références. Une première référence, c'est le cours de cette année de Bernard Derrida, qui a fait un cours sur les croissances de front et qui a fait un cours entier sur l'équation de Fischer-Kolmogorov. Pour moi, c'est facile, c'est mon voisin de bureau, donc on a pu en discuter. Il y a une autre référence qui est extrêmement belle, qui est un article de revue de quelqu'un qui s'appelle Wim van Saarloos, qui est un physicien théoricien de Leiden. Et là aussi, je vous mets la référence dans mes notes. Le début de l'article de revue est extrêmement clair et explique parfaitement bien comment on arrive à expliquer les comportements de cette équation. La fin est un peu plus technique. Il faut savoir que cette équation de Fischer-Kolmogorov, c'est encore un sujet d'étude en mathématiques. Et Derrida, à la fin de son cours, a invité à faire des séminaires des mathématiciens qui travaillent sur cette équation-là. Lui-même, ce qui l'intéressait, c'était de mettre du bruit ici. Vous pourrez me demander pourquoi j'ai mis du bruit tout à l'heure et j'en ai pas ici. Ça complique le jeu de façon colossale de mettre du bruit. Donc je ne vais pas parler de bruit dans cette équation-là. Pourquoi cette équation intéresse les physiciens? C'est que cette équation permet la propagation de front. Donc je vais parler simplement de ce qui se passe à une dimension. Donc je vais la réécrire. Ici, j'ai juste phi sur phi 0 qui apparaît. Je vais diviser phi par phi 0. Et vous voyez que si je divise phi par phi 0, ça revient à faire phi 0 égale 1.
Donc dans toute la suite, je vais faire phi 0 égale 1. Ça veut dire que la variable que j'appelle phi, c'est phi sur phi 0. Donc à une dimension, ça fait d phi sur dt égale d de phi sur dx2 plus k phi fois 1 moins phi. Et maintenant, avec ce choix d'unité-là, la croissance s'arrête quand phi est égal à 1. Alors cette équation, comme j'ai dit, elle autorise la propagation de front. Ce que j'entends par là, c'est qu'il y a des solutions qui ont cette forme-là. Avec 1 ici. À un instant donné, la solution à cette forme-là, ça veut dire qu'il y a des bactéries à gauche. Ici, phi égale 1. Ici, il y a des bactéries. Ici, il n'y a pas de bactéries. Et ce front avance à vitesse constante. Donc on a une solution de bactéries qui a une densité 1 ici et qui avance à vitesse constante comme ça vers la droite. Et la question, oui, pardon, je ne vous avais pas vu. Oui. Est-ce que ça ne serait pas lié au flux croissant ou décroissant, d'une part, et puis à l'augmentation ou la décroissance de l'environnement des bactéries? Alors, oui, ça correspond exactement à ce que j'ai dit sur les nutriments. C'est-à-dire, quand on fait une expérience, on met du sucre, parce que les bactéries, ce qu'elles mangent, c'est du sucre. Donc on met du sucre dans la solution. Quand il n'y a pas beaucoup de bactéries, elles ont suffisamment de sucre, et donc la vitesse de croissance, c'est K. Et puis, elles mangent petit à petit le sucre. Et donc, pour arriver à une équation comme ça, il faut écrire une équation sur la conservation des nutriments. Et on arrive à des équations de ce style-là. Et c'est exactement ce que vous dites. Donc, ce que je veux là, c'est regarder comment le front avance à une vitesse constante V. Alors, comment on étudie un front comme ça? On cherche une solution qui se translate à la vitesse V. Donc, je vais chercher phi, qui est une fonction de x moins vt. Une fonction de x moins vt, c'est une fonction qui va se reproduire comme ça en se déplaçant à la vitesse v. Et les bactéries vont avancer comme ça en bloc de la gauche vers la droite. Et quand on fait ça, d phi sur dt égale moins v d phi sur dx. Donc je vais réécrire cette équation pour un front maintenant. Alors ça va donner moins v d phi sur dx. Je le fais passer de l'autre côté. Donc j'ai d de phi sur dx2 plus v d phi sur dx plus k phi 1 moins phi égale 0. Alors c'est là qu'il faudrait faire des mathématiques sophistiquées que je ne vais pas faire. Ce que montre parfaitement bien Van Sarlos, c'est qu'en fait, les propriétés d'avancée du front, elles ne dépendent que de ce qui se passe en avant du front et de pas ce qui se passe en arrière. Ça, il appelle ça un front tiré. Ça veut dire que les propriétés du front, et la vitesse notamment, va dépendre que de ce qui se passe ici. Alors vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'ils les appellent tirés, puisqu'on trouve toujours ça? Mais on pourrait considérer un problème plus général, et évidemment les mathématiciens ne s'en sont pas privés, où je remplace ça par n'importe quelle fonction. Et elles ne sont pas toutes équivalentes. Il existe des problèmes où le front est poussé, c'est-à-dire que les propriétés du front dépendent de ce qui se passe de ce côté-là cette fois.
pour ce problème de croissance logistique, ça ne dépend que de ce qui se passe à droite. Et vous voyez, ce qui se passe à droite, c'est que phi est tout petit. Donc si x est très grand, phi tend vers 0, ça veut dire que très loin à droite, là-bas, je peux oublier ce terme-là. Alors oublier ce terme-là, ça nous ramène à ce que je faisais au début, parce que l'équation devient linéaire. C'est une équation du deuxième degré linéaire à coefficient constant. Non seulement elle est linéaire, mais je sais que ici, la décroissance est exponentielle, puisque c'est une équation à coefficient constant du deuxième degré. Les solutions sont des exponentielles. Ça, c'est ce dont je vous disais que Turing explique ça dans son article. C'est vrai dans tous les cas. Et donc ça veut dire que si x est très grand, phi de x est proportionnel à exponentielle moins lambda x, où 1 sur lambda, c'est la longueur sur laquelle décroît la fonction dans cette région-là. Donc c'est quelque part la largeur de cette région-là. Après, je peux reporter cette solution là-dedans, et comme c'est une équation du deuxième degré, ça me donne une équation pour lambda. Donc ça fait d lambda 2 plus v moins v lambda plus k égale 0. Ou si je veux écrire v, ça me dit que v, c'est d lambda plus k sur lambda. Donc si je connais la vitesse v, je sais la vitesse à laquelle décroît la densité de ce côté-là, ou si je connais la vitesse à laquelle décroît la densité, je connais la vitesse v. Alors ce qui est intéressant, c'est de tracer v en fonction de lambda. Vous voyez que si lambda est petit, c'est ce terme-là qui domine, donc c'est en 1 sur lambda. Et si lambda est grand, c'est ce terme-là qui domine, donc c'est en lambda. Donc ça fait une courbe qui est quelque chose comme ça. Ici, c'est une droite. Ici, c'est 1 sur lambda. Et il y a un minimum. Le minimum, il est là. Et c'est lambda égale racine de k sur d. 2. Attendez, il faut que je vérifie quand même le 2, parce que autrement... C'est racine de k sur d, et ça, je vais l'appeler lambda étoile. Et vous voyez qu'une fois que j'ai dit ça, je n'ai pas résolu le problème, parce que soit je me donne la vitesse et je calcule lambda, soit je me donne lambda et je calcule la vitesse, mais je ne sais pas choisir la vitesse. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un problème de sélection de la vitesse. Alors, je ne vais pas vous montrer la façon dont on le fait. Ce que fait Van Sarlos, c'est qu'il introduit des perturbations, pas ici maintenant, mais de ce côté-là, et il regarde comment se propagent les perturbations. Et à partir de la propagation des perturbations, il dit qu'il y a deux cas. Et la distinction entre ces deux cas, ça dépend de ce qui se passe pour phi à t égale 0. Si phi à t égale 0 décroît plus vite donc on regarde ce lambda-là, que j'ai appelé lambda étoile, on regarde le profil de densité à t égale 0. Si ça décroît plus vite que exponentielle moins lambda étoile x, alors il y a toujours la même vitesse, et la vitesse est celle-là. Et cette vitesse-là, c'est 2 racines de d sur k. Deux racines de dk, pardon.
Donc si la fonction décroît violemment à t égale 0, on trouve toujours la même vitesse, et cette vitesse, c'est 2 racines de dk. Maintenant, si à t égale 0, phi décroît plus lentement que exponentielle moins lambda étoile x, c'est-à-dire si à t égale 0, phi est proportionnel à exponentielle moins lambda x avec lambda plus petit que lambda étoile, alors la décroissance à l'infini reste en exponentielle moins lambda x, et v, c'est la vitesse v de lambda ici. Donc si la décroissance à t égale 0 est molle, le front avance plus vite, et il avance à la vitesse v de lambda, qui est fixée par la décroissance initiale de la fonction. Donc en fonction de la décroissance, de la préparation du système, on peut avoir une vitesse qui est ce racine de dk là, ou on peut avoir une vitesse qui est la vitesse calculée à partir de lambda dans cette chose-là. Donc ça, c'est le deuxième modèle classique de croissance. C'est le modèle de croissance qui est expliqué pour les bactéries, où on a une densité constante qui avance dans un milieu où la densité est égale à 0, qui est souvent ce qu'on décrit pour les solutions de bactéries. Bon, je vais m'arrêter là. Il me reste encore un point dont je voudrais vous parler qui est beaucoup plus qualitatif, c'est revenir sur la régulation mécanique de la croissance et vous parler de pression homéostatique. Je ne sais pas s'il y a des questions urgentes, immédiates. Moi, je suis content, vous avez posé un peu plus de questions, mais il ne faut pas avoir peur. Hein. Comme je le disais, le seul risque, c'est que je ne sache pas répondre. Donc, je vous remercie. Et donc, il y a le séminaire Jens dans un quart d'heure. Merci.